Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être avec nous pour ce webinaire sur quel financement européen pour les fintech innovants. Je suis Gisela Sanchez, responsable de projet au sein de Finance Innovation. Pour ceux qui ne connaissent pas encore l'épaule, on est l'épaule de compétitivité de la finance digitale en France. On regroupe un écosystème d'environ 600 membres. Et le profil de nos partenaires est assez varié car nous travaillons avec des fintech et des insurtech notamment. Aussi avec des grands comptes du secteur financier de la place, des investisseurs, aussi on a des partenaires académiques comme des universités, laboratoires de recherche, des incubateurs, des accélérateurs et aussi des cabinets de conseil qui nous accompagnent avec son expertise sur différents sujets. Notre objectif est vraiment d'accompagner ces startups et les aider à accélérer leur business et aussi à promouvoir l'innovation dans le secteur de la finance digitale. Donc, dans ce nouveau contexte de changement d'horizon d'horizon 2020 à Horizon Europe, nous avons choisi comme sujet de discussion de ce webinaire le financement européen pour les startups innovantes. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir deux de nos membres. Donc, Aline Dominique, consultant en financement régionaux, nationaux et européens chez FB Conseil Innovation. Et Sophie Gabu, consultante en financement de l'innovation, aussi chez FB Conseil Innovation. Avant de passer la parole à Aline et Sophie pour présenter déjà la société et nous dérouler l'agenda qui sont spécialement conçus pour vous aujourd'hui. Je vous rappelle que vous avez à droite de votre écran un chat pour poser vos questions. Donc, n'hésitez pas, c'est prévu et on souhaiterait répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir. Et aussi, sachez que les replays du webinaire sera disponible dès la fin du webinaire et aussi sur la chaîne YouTube de Finance Innovation. Donc, merci beaucoup, Aline. Sophie, je vous laisse la parole maintenant. Merci beaucoup, Gisela. Bonjour à tous. Donc, effectivement, aujourd'hui, nous allons parler de quel financement européen pour les fintech innovantes. On va donc commencer par se présenter. Qui sommes-nous? FB Conseil Innovation est un cabinet de conseil spécialisé dans le financement de la recherche et de l'innovation depuis 1995. Nous accompagnons plus d'une soixantaine de startups et de PME dans le processus d'innovation, dans la définition de leurs projets de R&D et dans la recherche de financement auprès des guichets, qu'ils soient régionaux, nationaux ou bien sûr européens. On fait donc du CIR, de JEI, des ZBPI, de l'ADEME et donc Horizon Europe, Eurostars et l'EIC Accelerator. Aujourd'hui, on va vous parler donc des programmes européens et nous avons une expérience sur le sujet, notamment sur l'EIC Accelerator, EIC qui signifie European Innovation Council. Sur une quarantaine de dépôts de dossiers que nous avons fait depuis le lancement du programme, 18 projets ont été labellisés Seal of Excellence, c'est le sceau qui reconnaît l'excellence des projets, et 10 ont effectivement été financés, ce qui nous confère un taux de succès un peu plus supérieur de la moyenne européenne qui se trouve autour de 5%. Pour commencer ce webinaire, nous allons parler du programme de la recherche et du développement européen, Horizon Europe. Nous allons également aborder le sujet d'Eurostar, qui est également un programme collaboratif. Nous aborderons des notions clés que sont les TRL, Technical Readiness Level, et MRL, Market Readiness Level. Ce sont deux notions qui sont importantes à connaître, notamment dans le cadre des dépôts Accelerator. Et on va se concentrer donc au fur et à mesure sur vraiment le dispositif EIC Accelerator, qui est un dispositif spécifiquement dédié pour les PME et les startups. Donc, on va vous présenter le programme global et puis la façon dont le dépôt de candidature se fait en ligne. Enfin, on abordera la question de la méthodologie des montages et des informations utiles. L'objectif de ce webinaire, c'est de vous permettre de maximiser vos chances de succès. Je donne la main à Sophie pour vous expliquer, pour vous présenter en tout cas, le nouveau programme Horizon Europe lancé en début d'année. Merci Aline et bonjour à tous. Alors effectivement, l'objectif, c'est de vous donner un peu un panel des différentes aides européennes accessibles aux entreprises, mais pour diverses raisons pragmatiques, notamment de temps, on va quand même se concentrer sur Horizon Europe, qui est le programme cadre de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation, et qui sera quand même le principal programme potentiellement intéressant pour vous. Alors, certains sont sans doute familiers avec ces piliers que vous avez peut-être vus un peu partout sur le programme Horizon 2020 qui précédait Horizon Europe, puisque c'est une programmation qui se renouvelle tous les 7 ans. Et celle-ci a démarré donc cette année avec un budget un peu plus important, enfin même
beaucoup plus important, puisqu'on a 20% de plus par rapport à Horizon 2020. On est autour des 95 milliards et demi d'euros. Et comme Horizon 2020, donc c'est un programme rapidement qui se met en œuvre par le biais d'appels à projets concurrentiels, donc c'est des concours, et à travers 3 grands piliers. Donc je vais essayer d'être très succincte là-dessus. Le premier pilier, c'est essentiellement tous les appels dédiés à la recherche fondamentale, à la recherche amont, pour favoriser la collaboration et la mobilité des chercheurs, ainsi que la mise en commun de grandes infrastructures de recherche. Le deuxième pilier, qui représente la plus grosse part du budget Horizon Europe, regroupe un peu tous les grands appels à projets collaboratifs et thématiques, donc qui sont autour de grandes thématiques qui sont nommées clusters maintenant et que vous voyez ici. Donc on a les grands thèmes essentiels, la santé, la culture, la sécurité, le numérique, le climat et l'agriculture en général, pour faire très très large. L'objectif, c'est de renforcer les bases scientifiques, technologiques de l'Union, renforcer la compétitivité aussi, à travers l'industrie notamment, concrétiser les grandes priorités politiques, stratégiques de l'Union européenne. Et en termes de maturité projet, alors on est également quand même plutôt sur des projets de recherche, même si il peut y avoir certains appels qui viennent d'une certaine manière se frotter un peu au niveau de maturité, donc au TRL, qui peuvent intéresser les entreprises. Donc il y a des appels innovation notamment. Et enfin, le troisième pilier, qui est celui qui nous intéressera principalement dans cette présentation, qui a un budget assez conséquent également, c'est environ un peu moins de 15% du budget total, et qui est dédié à l'innovation, ainsi que à l'innovation et de fait aux PME, en proposant différents services et réseaux d'accompagnement, ainsi que d'outils de financement, bien sûr, pour ce public cible. Et la grande nouveauté, c'est l'introduction du Conseil européen de l'innovation, sur lequel on va se concentrer également par la suite. Alors, qui n'est pas tout à fait une nouveauté, mais c'est vraiment la mise en œuvre concrète qui se fait à partir de 2021, quoi. Donc, voilà, l'idée, c'était de vous exprimer un peu en introduction que les startups et les PME peuvent s'inscrire dans différents appels à projets qui sont dans les 3 piliers, à vrai dire. Dans le pilier 1, il peut y avoir certaines actions intéressantes, par exemple en termes de mobilité de chercheurs, si vous avez des profils entrepreneurs-chercheurs. Il y a des bourses qui existent, les bourses Marie Curie notamment. Voilà, donc ça c'était un peu la contextualisation par rapport à Horizon Europe. Mais l'idée maintenant, ce serait je voulais prendre un petit peu de recul pour ceux qui veulent se lancer dans des programmes européens, et notamment ceux qui ne connaissent pas du tout. Je ne sais pas où vous en êtes précisément dans votre projet, mais l'idée, c'est de se poser des questions essentielles avant toute démarche. D'abord, est-ce qu'on candidate en collaboratif ou en individuel? Ça, c'est très important. Ça dépend évidemment de la vocation de votre projet, des caractéristiques de ce dernier, de si vous avez des partenaires pressentis déjà, si vous avez un consortium éventuellement qui est déjà un peu formé. Et c'est essentiel de se poser cette question parce que, en fait, la plupart des programmes européens sont catégorisés de cette façon. Donc, ce sera soit du collaboratif, soit de l'individuel, sachant qu'il y a bien sûr une grande majorité de collaboratifs dans Horizon Europe. Après, on se pose la question du type de financement. C'est important aussi, puisque vous avez sûrement des besoins spécifiques. Donc, l'essentiel des programmes européens, donc des appels à projets, sont en subvention pure, mais il peut y avoir des formats un peu hybrides, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, notamment dans le cadre de l'EIC Accelerator, avec non seulement une composante subvention, mais aussi une composante equity avec une intervention en capital. Donc on en reparlera un peu par la suite. Il peut y avoir également d'autres dispositifs, comme des prêts, des garanties, des prêts risqués, qui se font également dans le cadre européen, mais pas spécifiquement dans Horizon Europe. Donc ça peut être... on pourrait peut-être vous informer un peu plus, ou alors vous avez des instances spécifiques pour ça. Donc l'idée, c'est vraiment de faire le distinguo entre dilutif et non dilutif, puisque les deux sont possibles finalement dans les aides européennes. Ensuite, l'idée, effectivement, en termes d'alignement stratégique, c'était de se poser la question de si l'appel à projet ou le projet, tout simplement, qui est visé pour répondre à cet appel, s'aligne véritablement à votre stratégie de développement, de croissance,
auquel cas, eh bien, dans ce cas-là, le financement arrive au bon moment et pourrait potentiellement faire effet levier. Ou alors, si le projet va un petit peu dévier de votre stratégie, et dans ce cas-là, il y a une réflexion à avoir en amont sur, on va dire, le rapport bénéfice-risque, et voilà, sur l'opportunité de postuler, parce qu'il y a plusieurs contraintes dans les appels à projets qu'il faut connaître et qu'on vous précisera un peu plus tard. Ensuite, il y a la distinction entre technologie et domaine d'application. Alors ça, c'est aussi c'est un peu un état d'esprit à avoir par rapport aux appels à projets. Ça changera le type d'appel à projet que vous allez viser, parce que concrètement, il y a peu d'appels qui portent véritablement sur des technologies précises. Si je prends par exemple la blockchain, il n'y a pas vraiment d'appel spécifique blockchain en tant que tel, mais il peut y avoir des appels à projets qui intègrent la blockchain comme dans leur scope d'intervention pour servir des domaines applicatifs spécifiques qui sont nombreux, comme par exemple la traçabilité agroalimentaire ou autre. Et enfin, la question à se poser, bien sûr, qui est assez essentielle, c'est le niveau de maturité technologique de votre projet en début et en fin de projet. C'est très important puisque, tout comme le collaboratif ou individuel, la plupart des appels à projets sont classés de cette façon. Donc, interviennent à différents niveaux de maturité de projet. Et du coup, je vais revenir un petit peu sur cette notion, même si je pense que la plupart d'entre vous sont déjà familiers avec elle. Grosso modo, sur la partie TRL à gauche, qui est donc la Technology Readiness Level, c'est une échelle qui va de 1 à 9 et qui a vocation à évaluer la maturité d'une technologie à la base. Si je suis très schématique, on va dire qu'entre 1 et 6, on est vraiment dans tout ce qui est lié à la recherche exploratoire, expérimentale, avec la formulation des concepts de base, la mise en place des protocoles, des premières preuves de concept, la validation en laboratoire, puis en environnement réel avec des premiers démonstrateurs et une réflexion sur la maturation de projet, sur la propriété intellectuelle notamment. Entre 7 et 8, on est plutôt sur des stades plus avancés avec des prototypages, de la démonstration, des tests, des optimisations, et tout ça pour arriver à un produit qui serait validé dans un environnement opérationnel pour le coup, et qui serait notamment validé par les premiers utilisateurs par le biais de pilotes. Et donc, à partir du TRL8, ça c'est important pour la suite, notamment dans l'accélérateur, le produit est censé être déjà pré-industrialisé en tout cas et commercialisé à petite ou moyenne échelle. Et puis au-delà, on parlera de scale-up, de mise à échelle. Et donc, on a introduit sur la droite cette notion de Market Readiness Level qui est en fait, qui sera surtout importante à connaître pour l'accélérateur parce qu'on va vous demander d'évaluer ce stade de MRL qui est en fait le pendant marché finalement de l'échelle TRL et qui permet de mesurer, vous imaginez bien, la maturité commerciale d'un projet. Donc, pour, grosso modo, comprendre si on atteint le bon niveau de compréhension des besoins du marché et pour évaluer la capacité de l'entreprise à transformer sa recherche en solution qui est commercialisable. Voilà, donc toutes ces questions sont assez importantes à se poser, comme je le disais. Alors, elles sont valables pour tous les programmes, mais c'est vrai un peu plus peut-être pour les programmes collaboratifs. Donc, pour finir sur cette partie-là, on a essayé d'être un petit peu succincte quand même, parce que c'est vrai que c'est un peu difficile pour le public PME Startup de se lancer là-dedans. On a sélectionné 2 grands programmes, larges. Donc, le premier, c'est Horizon Europe, dont je parlais juste avant, dans la partie pilier 2, avec tous ces appels à projets collaboratifs et thématiques, qui visent à répondre aux grands enjeux de l'Union européenne, je le rappelle, et dont les TRL sont encore assez amont, donc on est plutôt globalement entre les 4 et 6. Donc ça ne permet pas dans l'absolu de dégager du revenu à court terme, mais donc comme les appels d'innovation, mais il peut être assez intéressant de tout de même les considérer, parce qu'il y a pas mal d'opportunités. Donc on est dans le collaboratif, donc c'est quand même des consortia qui se forment autour de ces projets, qui sont assez importants. En moyenne, on est autour de 10 partenaires,
avec légalement, dans les règles, il faut être au minimum 3 partenaires de 3 pays différents, dont au moins un pays de l'Union européenne. Ça, c'est une nouveauté d'Horizon Europe. Et ces consortia se forment généralement de façon assez naturelle avec des partenaires historiques ou dans un écosystème qu'on connaît déjà, dans lequel on s'inscrit. Mais il y a toujours possibilité, par différents biais, via différents intermédiaires, de trouver des partenaires ou des projets qui sont en cours de montage. Donc globalement, ça peut être assez intéressant pour une PME de s'insérer dans ce type de projet parce que vous avez un ensemble de compétences, de savoirs qui peuvent être mis à disposition finalement de porteurs de projets ambitieux qui ont déjà une idée assez claire du projet à mener. Après, je parle de s'insérer dans le consortium parce qu'effectivement, les PME globalement auront un peu de mal à être coordinateurs de projets. Du moins le seront rarement, elles interviendront plutôt en tant que partenaires ou éventuellement sous-traitants. Et pourquoi ? Essentiellement pour des raisons capacitaires, puisqu'il faut quand même le montage et puis ensuite le suivi de ces projets sont assez consommateurs de ressources. Il y a beaucoup de reporting, production de documents, de collecte aussi en tant que coordinateur, pas mal d'aspects juridiques à traiter. Donc, c'est un process qui peut vite ralentir le développement commercial d'une PME. Et à ce titre, notre conseil, ce serait plutôt, ça semble assez logique, mais de veiller quand même à ce que finalement les activités prévues dans le projet, s'il y a des discussions qui sont en cours, soient vraiment stratégiques pour vous, pour le développement de l'entreprise. En termes de couverture de dépenses éligibles, dans tous ces appels, on est financé à 100% pour les activités de recherche et à 70% pour l'innovation du point de vue des entreprises. Et le financeur direct, donc c'est la Commission européenne, on est vraiment dans le cadre des règles d'éligibilité d'Horizon Europe. Et je précise simplement que dans toutes ces thématiques que vous voyez là, qui sont donc appelés les clusters maintenant, vous avez en fait toute une liste, donc un programme de travail avec une liste d'une vingtaine d'appels à projets. Donc c'est quand même très, très large et il peut être intéressant, selon votre catégorie ou votre thématique, celle qui vous intéresse, d'étudier ces appels dans les work programs. Voilà, donc je laisse la parole à Aline pour la partie Eurostars. Tout à fait. Donc, Eurostars, tout comme Horizon Europe, on est sur du collaboratif, mais à moins grande échelle, on va dire. On est sur des TRL déjà plus amont, TRL 5-7, proche du marché. L'objectif du dispositif, c'est de faire financer des activités de R&D menées en vue d'une mise sur le marché à court ou moyen terme. C'est-à-dire que, grosso modo, un projet, c'est 2 ans, et dans les 2 ans qui suivent la fin du projet, vous devez vendre votre solution, votre produit. C'est un appel qui est spécifiquement dédié cette fois au PME. C'est le PME qui doit être chef de file, sous réserve d'avoir également le critère d'être ce qu'on appelle une research performing, c'est-à-dire une société dont 10% de son effectif est consacré à la R&D ou 10% de son chiffre d'affaires est issu de ses activités de R&D. Donc, c'est un programme collaboratif avec au moins 2 partenaires de pays membres différents. C'est un programme qui fonctionne sous les règles nationales, donc en France par BPI France, à savoir en fait que cet appel permet de faire subventionner 40% du budget du projet. Ça signifie que vous devez avoir 40%, que vous devez avoir cette somme en fonds propres, et bien sûr vous devez justifier de disposer des 60% restants pour pouvoir mener à bien le projet. Aujourd'hui, le dispositif est en train de changer. Nous étions autour de 20 à 30% en termes de taux d'éligibilité. Le prochain appel aura sans doute lieu en fin d'année et les modalités du programme ne sont pas encore tout à fait définies. A priori, ce programme Eurostars, qui était quand même moins collaboratif, on va dire, que les gros appels à projets Horizon Europe, devrait intégrer davantage de partenaires. Si nous continuons sur les programmes collaboratifs, parlons donc du Conseil européen de l'innovation, l'EIC, et puis surtout de son programme. Sous la forme pilote depuis 2018, ce programme est doté de 10 milliards d'euros, ce qui fait donc partie du pilier 3, comme a présenté Sophie sur l'Europe innovante. Et l'EIC est dédié principalement aux innovations prometteuses et risquées. Elle intègre à la fois des projets collaboratifs et individuels.
Et elle est destinée donc aux chercheurs, aux entrepreneurs, aux entreprises développant ou lançant des projets à fort potentiel d'innovation, en particulier des innovations de rupture avec un fort potentiel de croissance. L'objectif, c'est un peu d'avoir un produit qui change la vie du citoyen européen et qui permet de renforcer la compétitivité européenne. Il existe une logique de continuum dans les 3 sous-programmes qui composent ce programme, allant de la recherche amont vers la création de valeur. Le dispositif soutient toutes les étapes de l'innovation, de l'idée au marché, en passant par le développement et la démonstration. Voici donc les 3 sous-programmes que je viens d'évoquer. Donc, l'EIC Pathfinder, c'est un programme pour les TRL plutôt 1-2, c'est-à-dire vraiment des projets exploratoires portant sur des technologies amont, des technologies de pointe, c'est un programme qui peut être porté soit de façon monobénéficiaire, soit en partenariat, en fonction de si vous répondez à un appel open ou challenge. J'y reviendrai juste après. La subvention est 100% pour un budget maximum de 4 millions d'euros. Ensuite, nous avons l'EIC Transition qui porte des budgets de TRL 4-5. Là encore, on est un peu en amont. Ça permet de valider une technologie, développer un business plan spécifique. Ce projet n'est possible que si vous avez fait l'EIC Pathfinder préalablement. Nous sommes sur une subvention à 100% à hauteur de 2,5 millions maximum. Enfin, l'EIC Accelerator, on est sur des TRL 5-6, on est vraiment sur un appel monobénéficiaire. C'est un appel qui permet grosso modo de déployer des innovations radicales de rupture jusqu'au marché. On a donc 2 composantes pour cette partie subvention, c'est-à-dire une subvention 70% du budget du projet pour les développements, jusqu'à 2,5 millions maximum. Et on a une partie equity pour tout ce qui concerne un peu investissement, commercialisation à hauteur de 15 millions maximum. Ce projet, et donc chaque sous-projet est divisé en ce qu'on appelle des calls open ou des calls challenge. Donc les calls open, ce sont des appels qui n'ont pas de thématique préétablie pour lesquels vous pouvez déposer un projet. Ça cible les innovations de rupture de différents domaines scientifiques, technologiques, alors que les challenges, eux, concernent davantage des appels spécifiques qui ont été identifiés comme prioritaires par l'Union européenne. Sur la partie accélérateur notamment, on a 3 thématiques préétablies. La partie numérique qui concerne l'informatique, la cybersécurité, l'intelligence artificielle, la blockchain, le cloud computing ou encore l'IoT. On a la partie santé pour tout ce qui concerne le diagnostic précoce, les nouvelles approches en thérapie cellulaire et génique, notamment contre le cancer, le développement des biomarqueurs, le biotraitement 4.0, la digitalisation des services de santé. Et enfin, on a le Green Deal qui concerne tout ce qui est énergie renouvelable, ville intelligente, décarbonisation de l'industrie et innovation dans tout ce qui concerne batterie et stockage. Du coup, je laisse la main à Sophie pour de sorte qu'elle puisse présenter un peu la cible de l'accélérateur et ce qui la compose, qui compose ce dispositif. Oui, tout à fait. Donc, on va essayer de faire un petit zoom sur cet instrument qui intéresse de nombreuses personnes, je suppose, puisqu'effectivement, il est assez avantageux, non seulement en termes de financement, mais aussi parce qu'il est, il est monobénéficiaire, donc il s'adresse vraiment de façon individuelle aux PME. Et l'objectif, on l'a dit, est donc d'aider les PME innovantes à réussir leur expansion commerciale, mais surtout, en fait, d'identifier les entreprises à plus gros potentiel au niveau européen, les pépites, on va dire, européennes, et les aider à déployer ces innovations qui sont censées être radicales sur le marché, jusqu'à ce qu'elles atteignent un niveau de développement qui soit suffisamment avancé, attractif en tout cas pour les investisseurs privés. Donc, pour comprendre un peu plus les attentes du programme, il y a différentes notions qui ont été disséminées ça et là dans la documentation, dans les différents supports que vous avez peut-être trouvés auparavant. D'abord, on a la notion de High Impact et Market Creating Innovation Scale-up, du coup. Là, ça parle un peu pour soi-même. Finalement, c'est le principe de mettre à échelle des innovations à fort impact et qui ont, quelque part, le potentiel de créer ou en tout cas de transformer en profondeur un marché via de nouvelles applications
de technologies bien identifiées. Ensuite, on a le terme de Deep Tech Technologies qui lui, clairement, je pense, vous parle, puisqu'il a aussi été développé au niveau national. Là, il s'agit de technologies de pointe qui reposent en principe sur des avancées scientifiques et technologiques et qui marquent une véritable rupture avec l'existant. C'est une notion importante quand même de dépasser un état de l'art. Donc, il y a le marché, mais il y a vraiment aussi la partie technologique qui doit être argumentée dans les candidatures. Et puis, tout ce qui est patient capital ou non-bankability, en bon français, et qui donc signifie que ces innovations, en principe, demandent des investissements assez importants avant la commercialisation. Donc, il y a une notion de risque qui est prégnante ici, puisque ces risques-là ne peuvent pas être couverts immédiatement et uniquement, en tout cas, par l'investissement privé. Donc, le but de l'accélérateur, c'est vraiment de vous accompagner dans cette prise de risque-là. On voulait vous donner quelques exemples éventuellement de lauréats dans la FinTech qui avaient obtenu du coup l'accélérateur et qu'on pouvait considérer comme Deep Tech. Donc, il y avait notamment LocationWise qui se base sur la géolocalisation des smartphones donc pour en fait croiser les données des utilisateurs de moyens de paiement et puis pour détecter et lutter contre la fraude. C'était l'objectif final. Et Clarity, qui est un système qui se base sur un système d'intelligence artificielle pour mesurer l'impact sociétal d'un portefeuille d'investissement. Voilà, donc il y en a d'autres, mais on voulait simplement vous donner un petit aperçu de ce que ça pouvait être en termes techno. Dans les TRL, on l'a déjà dit, mais du coup, je le répète, c'est important, on est entre 6 et 9 globalement. Alors, ça peut être plutôt 5 et 8, ça dépend de la nature du projet. Donc, TRL qui recouvre des activités essentiellement de démonstration et de préparation de la commercialisation à moyenne puis grande échelle, avec des pilotes, des optimisations, donc plusieurs développements avant véritablement d'industrialiser la solution. Et surtout, l'accélérateur est donc un des seuls dispositifs d'Horizon Europe à proposer différents modes de financement. Donc, on a toujours le mode subvention pure, donc grant only, jusqu'à 2,5 millions d'euros, et à hauteur de 70% du projet, du budget que vous allez présenter. Donc, en fait, si on va jusqu'au total, jusqu'au plafond, ça donne un budget qui serait autour des 3 millions, 3,4 millions. Enfin, on est entre 3 millions et 3,5 millions pour obtenir cette subvention. Sachant que maintenant, la partie subvention va plutôt couvrir des projets, les projets les plus risqués pour financer toute cette phase critique de validation marché, de développement. Et il faut évidemment prouver que vous avez la capacité financière, notamment, de couvrir la part non couverte par la subvention. Donc, les 30% restants de cette subvention qui va couvrir donc les TRL 5 à 8 de votre projet. Donc, soit en fonds propres, soit via des investissements privés qui sont en cours qui opèrent déjà au moment où vous candidatez ou pour lesquels vous êtes en cours de négociation. Il y a aussi un mode Grant First qui est un peu plus complexe à comprendre, qui est en train d'être mis en place, mais qui globalement repose sur le même principe. Simplement, ça va être en 2 temps. Il y aura la composante equity qui interviendra, mais par la suite. Et il faut que dès le départ, vous signifiez à la commission que vous souhaitez mettre en place ce mode equity. Et donc que vous prévoyez dès le départ des activités qui seront développées dans ce cadre-là. On le reprécisera par la suite, mais effectivement, il faut signifier ce que vous ferez sous les TRL de la subvention et ceux de l'equity qui intervient au-delà du TRL 8. Et puis, la blended finance, qui est en fait un mode combiné de subvention et equity dès le départ. Donc, sur le même projet, ça va démarrer au même moment en termes de projet, donc de développement. Simplement, comme je disais, la partie grant interviendra, concrètement en termes de financement, sur tous les TRL qui précéderont le TRL 9, en fait. Et ensuite, la prise de relais se fait par l'equity. Donc, c'est une forme c'est une participation au capital en equity ou quasi-equity jusqu'à 15 millions d'euros, sachant qu'on démarre à 500 000 euros. Donc, il y a potentiellement des projets qui peuvent... vous pouvez demander le montant que vous voulez, réellement, ça dépend de vos besoins.
j'ai vu justement qu'il y avait une fintech irlandaise qui avait demandé 500 000 euros et qui était donc lauréate. Donc parfois, ça peut être aussi stratégique de ne pas demander le maximum, évidemment. Et jusqu'à 25% en principe des droits de vote. Voilà, donc l'equity se fait par le biais la prise de participation se fait par le biais en premier lieu du fonds EIC qui a été mis en place et en lien avec la Banque européenne d'investissement qui sera en fait votre interlocuteur principal dès le départ et tout au long des négociations sur cette composante. Voilà. Je passe à la cible. Donc là, c'est un peu dans le but de vous donner on va dire le portrait robot, même si ce n'est pas tout à fait possible, du lauréat Accelerator. Donc, on est sur une cible de petites entreprises, essentiellement, donc les startups, les PME et les petites ETI. Il est possible de demander l'accélérateur en tant que personne physique, donc en porteur de projet, en entrepreneur, chercheur, ça dépend de la nature du projet que vous présentez. Donc, officiellement, ce qui est demandé, c'est d'avoir un projet qui est quand même mature au moment où vous candidatez, un projet d'innovation qui soit mature et qui permet normalement d'atteindre le marché dans les 24 mois, donc dans les 2 ans qui suivent votre dépôt. Donc, il faut idéalement disposer déjà d'une preuve de concept et que votre produit ou prototype ait été testé déjà dans un environnement assez significatif. Donc, nous, on le traduit un peu, mais aussi d'expérience, par le fait d'avoir idéalement une première commercialisation, ou une preuve de marché en tout cas, surtout quand le projet n'est pas réellement deep tech, ou en tout cas qu'il est moins que d'autres qu'on pourrait considérer dans la compétition, parce qu'il s'agit bien d'une compétition. Il faut que la société ait bien sûr une ambition internationale, parce que c'est quand même la vocation de ce dispositif européen, et que le produit soit facilement exportable, en tout cas à la fin du projet. Il faut démontrer que vous avez une capacité opérationnelle et financière. Donc opérationnelle, en fait, c'est surtout en termes d'équipe. Il faut que l'équipe soit déjà quand même suffisamment étoffée, avec des profils adaptés et surtout complémentaires pour pouvoir vraiment mener le projet à son terme. Et enfin, l'idée, c'est d'être quand même compatible avec les grands axes de l'Union européenne, les axes stratégiques qu'on a un petit peu cités précédemment, notamment dans les challenges de l'EIC. Et surtout de ne pas être incompatible, en fait. Voilà, parce qu'il y a différents sujets qui peuvent être un peu touchy, si je puis dire. Voilà, donc je vais laisser Aline vous donner un peu plus de détails sur l'accélérateur en termes de candidature. Tout à fait. Donc, à partir de cette année, les candidatures pour l'EIC Accelerator se font intégralement en ligne. Elles se passent en différentes étapes et la Commission européenne a mis en place un outil d'intelligence artificielle justement pour analyser ces candidatures, la réponse aux questions que vous faites en ligne. Elle va permettre sans doute aux experts de prendre leurs décisions quant au passage ou non du projet à l'étape supérieure. L'importance de cette intelligence artificielle, ça signifie que dans vos réponses, vous devez faire vraiment attention aux mots que vous allez utiliser. Le processus est le suivant. On commence par une étape diagnostic qui permet de tester l'éligibilité de son projet. Ce diagnostic vous donne une note. Vous pouvez revenir en arrière au fur et à mesure. Par exemple, vous complétez d'abord ce diagnostic et puis la note que vous avez A, B, A, C, B, C. Vous pouvez tenter d'optimiser cette note en revenant en arrière et en remodifiant les questions, en remodifiant vos réponses. Ensuite, une fois que vous avez obtenu la note qui vous convient, que vous pouvez surtout sur la partie diagnostic et que vous avez un peu le go de la plateforme, vous pouvez aller sur la step 1, c'est-à-dire ce qu'on appelle la short application. Là encore, vous avez un formulaire à compléter directement en ligne d'une 20aine de questions. Il faut savoir que les questions sont limitées en nombre de caractères. On se trouve autour de 1000 à 150 caractères en fonction des réponses. Et puis, comme vous avez complété la partie diagnostic, certaines questions que vous avez préalablement complétées se retrouvent déjà complétées sur la short application. De ces 20 questions, vous avez également à fournir une dizaine de slides qui concernent votre projet, la présentation de votre projet, et puis de votre société, de l'équipe. Et puis, vous avez un pitch vidéo de 3 minutes à fournir également. Une fois que vous avez le go sur cette step 1, vous passez à ce qu'on appelle la step 2, la full application, c'est-à-dire le même type de questionnement que la short application, une 20aine de questions
divisé en 3 parties, l'idée, le développement, le marché. De la même façon que précédemment, sur ce formulaire en ligne, les réponses auxquelles vous avez déjà répondu précédemment vont être intégrées directement. Et puis, vous aurez à compléter les champs qui restent libres. Vous devez également ajouter la partie PowerPoint, une dizaine de slides, et vous aurez sans doute des annexes. Alors, aujourd'hui, la Step 2, elle est en cours, je dirais, d'essai. La première date, là, va se faire au mois de juin. Premier cut-off. En effet, si la short application, vous pouvez déposer au fil de l'eau. Pour la full application, vous avez pour cette année 2 dates, juin, octobre. Et pour l'année prochaine, vous aurez 3 dates par an au maximum. La full application, prochaine date au mois de juin. Celle d'après, ce sera en octobre. Donc, pour le mois de juin, ce sera impossible de candidater actuellement. Il faudra viser le mois d'octobre. Une fois que vous avez le go sur cette partie Step 2, vous passez ensuite un oral qui vous permet ensuite de valider ou non le financement, ou bien, par un système de notation, vous avez ce qu'on appelle le Seal of Excellence, c'est-à-dire la reconnaissance de l'excellence de votre projet, mais sans financement. Alors, on vous a refait un schéma du processus de sélection qui est un peu complexe de prime abord, mais qu'on a essayé de vulgariser. Pour la short application, il faut savoir que donc, ça fonctionne sur un système de go-no-go, tout comme la full application. C'est-à-dire que vous déposez votre dossier, 4 experts l'évaluent et vous avez soit un go, soit un no-go sur le passage de votre projet en Step 2. Vous obtenez le résultat au bout de 4 semaines. Vous avez le droit de redéposer votre dossier. Attention, du fait de l'usage d'un formulaire en ligne et de l'intelligence artificielle qui est mis en place, vous devrez modifier quand même vos réponses. Vous ne pourrez pas le déposer tel quel. Il faudra l'améliorer, en tout cas le modifier. Au bout de 2 refus, vous êtes bloqué pour 12 mois. Une fois que vous avez le go sur la short application, vous avez 12 mois pour déposer la full application. La full application, une fois que vous l'avez déposée, les experts ont 5 à 6 semaines pour vous faire un retour et vous donner le go sur le passage à l'oral. Si vous avez un no-go, de la même façon que pour la short application, au bout de 2, vous êtes bloqué pendant 12 mois. Mais si vous n'en avez qu'un, vous pouvez le redéposer avec modification. Une fois que vous passez à l'oral, vous avez donc vous êtes devant un jury. Pour la full application, vous avez 3 experts qui vont noter le dossier cette fois. Pour l'oral, vous passez devant un jury de 6 experts. Et ce sera une discussion autour du projet. Vous avez 10 minutes de présentation de votre projet, puis 20 minutes de questions-réponses autour de, de la présentation que vous venez de faire. Vous avez 3 possibilités. Soit le jury vous autorise, ne vous donne pas le go, mais vous autorise à repasser à l'oral au prochain cut-off. Soit le jury refuse votre dossier. Dans ces cas-là, vous êtes obligé de repasser sur la Step 2. Idem, au bout de 2 refus, vous êtes bloqué pendant 12 mois. Après l'oral, vous attendez 2-3 semaines avant d'avoir le go des experts. Si vous l'obtenez, dans ces cas-là, vous pouvez, si vous êtes lauréat, vous pouvez commencer à signer ce qu'on appelle le Grant Agreement et ensuite à rentrer en négociation pour la partie equity. Donc, c'est un processus qui est simple, qui est complexe, on va dire. Dans l'absolu, il faut le comprendre. Une fois qu'on l'a compris, voilà, j'espère que c'est assez clair, mais n'hésitez pas à la fin si vous avez des questions. Sophie va rentrer, elle, dans le détail du montage des projets et du conseil qu'on peut vous donner pour maximiser vos chances. Oui, effectivement. Donc, il y a pas mal de conseils parce que c'est assez complexe, hein, comme vous avez pu le comprendre. C'est des dossiers assez importants à réaliser, surtout parce qu'on est sur un appel très concurrentiel et compétitif au niveau européen. Donc, les taux de succès se sont même réduits ces dernières années. Voilà, on verra pour la suite, mais il faut réellement travailler ces dossiers en amont. Ça, c'est notre premier conseil, évidemment. C'est des dossiers d'excellence, malgré tout, même si on change de format. Donc, en général, nous, on estime qu'il faut s'y mettre facilement entre 2 et 4 mois avant la date ciblée. Donc, je dirais maintenant pour octobre. Et il s'agit, alors certes, de rédiger un dossier, mais en fait, surtout de concevoir un projet. Donc, le projet, il doit être complet, il doit être suffisamment solide et il doit s'architecturer en fait autour d'une roadmap qui est technique, mais qui est aussi commerciale. Donc, en fait, c'est un business plan à présenter. Et cette roadmap doit être évidemment cohérente avec votre propre stratégie. On insiste beaucoup là-dessus parce que c'est important. Ça dépend aussi des projections déjà en cours, de
stade de développement en fait, de l'entreprise et du produit. La roadmap se matérialise un peu comme dans l'ensemble des tout ce que vous pouvez avoir comme appel à projet dédié à la R&D en lot de travail, du coup, donc des work packages et des livrables qui vous seront demandés en termes de justification par la suite. Voilà. Après, il y a des notions qui vous sont sans doute connues, donc des indicateurs de performance qui doivent être également précisés. Et puis, on a le projet est calibré avec un budget qui implique différents types de dépenses. Et c'est d'autant plus important dans l'accélérateur que le budget va être bien positionné en termes de type de financement. Donc, il faudra prévoir des budgets sur des work packages financés par la subvention et un autre budget pour la partie equity. Donc, ce sera vraiment différencié par work package. Et donc, on inclut également un business plan qui va être, a priori, qui l'est, on l'a constaté, semi-automatisé. Mais pour autant, il faudra quand même fournir des annexes financières entre autres. Voilà, donc les formulaires sont quand même, demandent en fait autant de réflexion qu'un dossier type essai, donc Word, comme c'était le cas auparavant. C'est assez fastidieux, il faut réfléchir vraiment à l'ensemble des aspects du projet. Et c'est également important pour la justification, puisque par la suite, même s'il y a toujours la possibilité de dévier en cours de projet, voilà, vous pouvez justifier un changement plus ou moins significatif. Mais tout de même, il y a des livrables, du reporting à faire et puis des dépenses à justifier. Donc, il faut vraiment anticiper ça. Notre conseil, c'est de travailler les steps 1 et 2 de façon parallèle. Et donc, même si on est tenté de faire les choses par manque de temps dans l'ordre, de toute façon, vous allez rapidement vous rendre compte que c'est tout à fait corrélé, qu'en fait, il y a des questions qui se recoupent. Comme le disait Aline, il y a des questions de la step 1 qui en fait vont être reportées sur la step 2 dans les formulaires en ligne. Et donc, si vous ne concevez pas le projet de façon globale, ça va être quand même assez difficile de vous repérer, de comprendre où vous en êtes. Donc, il faut vraiment prendre connaissance des documents pour les deux étapes. Et puis, bien sûr, notre conseil, c'est de s'approprier le dispositif entièrement, donc à travers les différentes documentations qui sont mises à votre disposition sur les sites et puis via des liens qu'on vous a mis juste après. Il faut notamment regarder les critères d'évaluation, c'est important, même si on a tendance à négliger cette étape, mais en fait c'est essentiel, puisque dans les critères, il y a toute la philosophie du programme, notamment pour identifier la faisabilité technique et commerciale de votre projet. Il y a pas mal de choses à prendre en compte, par exemple sur l'API, la propriété intellectuelle, vous assurer que vous êtes libre d'avancer, en termes de savoir existant, que vous êtes mature commercialement, donc est-ce que vous avez déjà réalisé une étude de marché, au moins une analyse concurrentielle, quel est votre potentiel de développement, donc tout ça c'est vraiment des questions qui seront posées. Bien évaluer les risques aussi, techniques, commerciaux. Pareil, ce sera précisément demandé dans le formulaire. Et puis, par quels moyens vous allez les mitigate, comme on dit en anglais. En tout cas, faire en sorte de les lever ou de pouvoir passer outre. Le niveau d'investissement demandé, l'équipe. Il faut vraiment considérer tous les aspects, y compris d'ailleurs les aspects qu'on pourrait considérer annexes, mais qui sont tout aussi fondamentaux, surtout pour un programme européen. Donc, il y a l'impact sociétal et environnemental du projet pour l'Europe, donc avec une dimension européenne. Et puis, de plus en plus, des notions de parité, donc gender equality. On va vous demander de quelle façon vous allez assurer l'équilibre de genre dans votre entreprise. Il n'y a rien de contractuel, mais c'est quand même pris en compte malgré tout dans l'évaluation. Ainsi que les aspects éthiques de toutes sortes. Alors ça dépend de la nature de votre projet. Il peut s'agir de protection des données, ça c'est un peu la base, tout ce qui est numérique notamment, et puis et d'autres types de risques, si je puis dire, à prendre en compte. Voilà. Ce qui est important aussi, c'est de regarder les mots-clés. Je ne l'ai pas précisé juste avant, mais il y a des mots-clés un peu partout, que ce soit dans les guidelines ou même dans finalement les formulaires de candidature. Ça, vous le constaterez rapidement. Il y a des mots qu'on connaît un peu comme ça, mais qui sont utilisés d'une façon un peu particulière dans l'accélérateur, comme par exemple les functions ou features ou use case, où en fait, parce que vous allez devoir détailler bloc par bloc les features que vous allez mettre en place
et finalement par quelle technologie, par le biais de quelle technologie. Sachant que les work packages, enfin tout ce que vous allez prévoir dans votre programme technique, vise à faire en sorte que ces technologies soient bien développées à la fin et qu'elles puissent être mises sur le marché. Voilà, il y a d'autres mots-clés comme value chain aussi, où il s'agit de bien identifier vos partenaires, ou plutôt parties prenantes, les stakeholders, qui constituent non seulement vos partenaires stratégiques commerciaux, mais aussi bien sûr les utilisateurs. Donc quel type d'utilisateurs interviennent à quel moment, et ça fait référence donc aux besoins aussi. Enfin, tout ça est vraiment à bien formaliser en fait, voilà, y compris dans les formulaires en ligne, même si vous avez des limites de caractère un peu partout. Voilà, on pourrait en dire plus, mais c'est un peu difficile dans le temps imparti. Ce qui est important aussi, c'est de considérer les évaluateurs comme des investisseurs, finalement, puisqu'on parle beaucoup de pitch. On est vraiment dans une démarche business, en fait, sachant qu'il y a certains des évaluateurs qui peuvent être aussi des profils d'investisseurs. Voilà, donc ça, c'est important. Et globalement, faut se donner les moyens de réaliser ce travail, hein, comme je le disais. Donc, ça demande, selon nous, un bon mois temps plein de travail quand même pour rassembler tous les éléments, prendre connaissance des conditions de participation, des critères. Dans les documents, il y a aussi pas mal d'annexes potentiellement à fournir. C'est quand même limité, donc il faut vraiment bien anticiper ce que vous allez soumettre. Il faut aussi essayer de solliciter l'ensemble de l'équipe. Parce que comme on vient de le voir dans ce dispositif, il y a vraiment une partie technique mais aussi commerciale, donc c'est important d'obtenir tous les éléments auprès des différents profils de l'entreprise. Et important aussi, essayer de faire relire vos documents par des personnes non expertes, enfin, en tout cas externes à l'entreprise, pour voir si l'effort de vulgarisation a quand même bien été fait, parce que les investisseurs évaluateurs sont pas forcément experts de votre domaine. Ils sont sélectionnés par mots-clés en amont, mais pour autant, ils peuvent être de profil un peu plus généraliste, on va dire, et donc ne pas bien maîtriser votre sujet techno ou en tout cas votre marché. Donc ça, c'est important. Et enfin, comme vous l'avez compris, c'est un gros investissement, mais qui n'est pas vain, puisque au bout du compte, vous avez quand même un projet qui est assez solide, qui est bien conçu, vous avez réfléchi à pas mal d'aspects assez précis finalement. Donc ça vous permet assez facilement de le réutiliser sur d'autres types d'aides, même au niveau national. Voilà. Donc, je m'arrête là parce qu'on est déjà bien avancé. Et je voulais rapidement vous faire part des aides au montage de projets qui sont proposées par Bpifrance, entre autres, parce qu'effectivement, il a été reconnu que ce travail est important et qu'il est difficile de le faire sans accompagnement. Donc, le but étant d'améliorer, bien sûr, les taux de dépôt et de succès de la France dans ces programmes, parce que celui-ci a tendance à ne pas forcément être aussi important que les autres, même si on s'améliore. Et donc, BPI a référencé pour cela, a mis en place 2 types d'aides, donc le diagnostic partenariat technologique international pour les programmes collaboratifs et le diagnostic Europe pour principalement l'accélérateur sur la 2e étape, normalement, et normalement aussi, parce qu'il y aura peut-être des mises à jour dans les prochaines semaines, à hauteur de 50% des dépenses, donc du devis de l'expert qui vous sera proposé, du ou des experts qui vous seront proposés, dans la limite de 10 000 € hors taxe. Voilà. Alors, pour les dates, je laisse Aline prendre la parole. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez des appels qui sont ouverts, d'autres qui sont plutôt sous forme de challenge. Pour l'IAC Accelerator plus particulièrement, on est sur les short applications au fil de l'eau, à chaque fois dans les 2 cas. Et pour les full applications, la prochaine date, c'est le 6 octobre 2021. Pour les dates de 2022, nous ne les avons pas encore. On les aura sans doute pour la fin de l'année. On vous a mis dans la présentation des sources et liens utiles, notamment pour les dépôts en ligne. Voilà, on espère que la présentation n'a pas été trop dense. On a tâché d'être concise, mais ce n'est pas toujours évident. Et puis, je pense qu'on peut maintenant passer aux questions, puisque je vois qu'il y en a quelques-unes. J'ai plus ou moins noté, oui. Merci Sophie, merci Aline. Oui, effectivement, on a beaucoup de questions. Alors, j'essaie de répondre depuis le début. Alors, il y a une question sur est-il possible de contester un appel à projet pour lesquels nous avons
pas été retenu, c'est un réel motif légitime par rapport à d'autres sociétés? Alors, c'est vrai que dans le passé, sur la partie accélérateur, la notation avant était très minime, on va dire. Il n'y avait pas vraiment de raison qui était invoquée, hein. On était juste classé en quatre thématiques, bien, pas bien, très bien, excellent. Et on pouvait contester quand même. Il y avait une procédure de contestation. De notre côté, on n'en a quasiment jamais fait, mais c'était possible pour cette nouvelle version du programme. Les experts, on a un retour vraiment beaucoup plus détaillé de ce qui est reproché, entre guillemets, à l'entreprise. Est-ce qu'on pourra contester ça? C'est possible. Pour le moment, les retours sur la Step 1 font qu'effectivement, il y a certaines évaluations des experts qui sont un peu contestables et contestées. De quelle façon est-ce qu'on peut le faire pour le moment? On n'a pas de retour dans l'immédiat, mais ce sera sans doute le cas. Donc, pour le passé, il y avait effectivement un process qui était mis en place. Aujourd'hui, on n'a pas encore de retour d'expérience pour vous dire comment est-ce que ça peut se faire. Mais quoi qu'il arrive, je précise, c'était dans le passé et ça l'est toujours, il y a quand même, enfin, le processus de recours se font à la base sur la procédure, en fait. Donc, est-ce que l'évaluation a été menée dans les conditions légales, mais pas sur le contenu. Donc après, c'est à voir ce qui va être fait pour les prochains appels, en fait, sur cette programmation. Je voulais juste préciser ça. Merci tous les deux. Alors, comment faire pour bénéficier d'un apport en capital dans le cadre de l'EIC Accélérateur? Si la question, c'est comment est-ce que quand vous déposez un dossier, vous demandez l'equity, alors vous avez en fait des cases à cocher pour faire une demande de capital auprès de l'EIC. Ok. Et j'ai rebondi aussi sur la personne sur les sujets. Si la Commission européenne prend des parts equity, est-ce qu'elle risque d'avoir une majorité de blocage? L'objectif, c'est pas de bloquer la société, hein, c'est vraiment de mettre un coup de boost. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, cette partie equity, elle doit être co-investie de votre côté aussi. C'est-à-dire que la levée de fonds que vous allez demander auprès de l'accélérateur, vous devrez avoir avoir le pendant de votre côté. C'est-à-dire que si vous demandez 7 millions à la Commission européenne, de votre côté, il faudra également lever 7 millions en fonds privés. Mais l'objectif, c'est pas que vous perdiez le contrôle de la société, hein. Ça reste toujours de faire un petit boost pour faire un peu exploser le projet. Parfait. Alors, Sophie, cette question, c'est pour vous. Qu'entendez-vous par projet risqué quand on a la subvention possible de 70% du budget? Oui, alors effectivement, parce qu'en fait, la tendance qu'on observe, c'est que la Commission veut quand même de plus en plus diriger les entreprises vers le mode blended, parce que c'est des sommes importantes et que le budget, même s'il est important, n'est pas sans fin. Et donc, la tendance qui se dessine, c'est que la partie subvention pure sera en fait, et on le voit aussi dans les lauréats quand même globalement, dédiée aux projets dits plus risqués, en fait, où vraiment on est sur des technos très deep tech, vraiment en rupture. Voilà. Après, c'est toujours un peu difficile d'évaluer ça subjectivement, mais c'est une tendance qui se dessine. Après, il n'y a pas de règle, hein. Je ne peux pas vous dire que vous n'obtiendrez pas le blended, la subvention pure sur votre projet parce que XY dans les livrables, mais c'est l'idée que c'est cette idée-là, en tout cas. Voilà, je ne sais pas si je suis suffisamment claire. Merci Sophie. Alors, concernant les TRL, comment valider le niveau de TRL d'une société? Comment le valider? Concrètement, en fonction de où vous en êtes dans votre développement, du type d'environnement dans lequel vous avez réalisé vos tests, si vous avez déjà mis en place des pilotes, par exemple, avant de démarrer une commercialisation, oui, effectivement, voilà, dans l'échelle, c'est vrai que c'est un petit peu abstrait, mais ça se valide pas. Il n'y a pas d'instance qui valide vos TRL. En fait, c'est à vous de décrire votre projet et puis un peu de checker par rapport au TRL et de voir où est-ce qu'il se situe en gros sur l'échelle. Vous serez l'accélérateur, ouais.
Mais Ouais, vous serez jamais, comment dire, il n'y a pas de, enfin, vous rentrez pas dans des cases, c'est pas prévalidé, quoi. c'est ça. D'accord, ok. C'est la société même des un peu Estimer où elles en sont. Mais effectivement, on voit qu'il y a quand même 4 grandes tendances. Bon, en principe, vous savez, tout ce qui est dans les premiers TRL, on est quand même en général sur des projets de recherche, hein, avec l'intervention de chercheurs, de laboratoires, puisqu'on est sur l'exploratoire, en fait. Après, à partir du moment où on commence à faire des prototypes et à valider des usages, c'est qu'on est dans les TRL plus avancés à compter de 5-6, et donc on entre plus dans le critère, dans le scope accélérateur. Ok, parfait. Alors, comment peut-on savoir les niveaux de financement des partenaires d'un Eurostar? Y a-t-il un tableau informatif? Ouais. Alors avant, sur le site internet Eurostars, vous aviez effectivement, en fonction de votre partenaire, son taux de financement. Comme le programme est en pleine modification, aujourd'hui le site Eurostars directement a disparu. Il faut aller sur le site Eureka pour avoir le détail. Tout ça est amené à être modifié. Donc aujourd'hui, je suis pas sûre que vous allez trouver des informations tout de suite. Je pense qu'il faut attendre un petit peu, et là il y aura les premières modifications de programme. Toute la question, c'est est-ce que ça reste en fait un dispositif d'État membre où chaque règle étatique prédomine, ou est-ce que c'est relié plutôt à Horizon Europe, enfin à la Commission européenne, et dans ces cas-là, ça change un peu les règles du jeu. Mais actuellement, sur le site, vous pouvez quand même accéder à des pages par pays avec les règles qui s'appliquaient jusqu'à présent. Donc, logiquement, ces règles-là resteront celles qu'elles sont. Hein. Pour BPI, par exemple, je pense qu'on restera autour des 40%. Il n'y a pas que le pourcentage, il y a aussi le type de partenaire que vous pouvez avoir. Par exemple, pour l'Italie, il faut absolument qu'il y ait jusqu'à présent, il fallait absolument qu'il y ait une PME du côté italien. Et ça peut vous bloquer si vous aviez envisagé un partenaire italien qui était un laboratoire ou un industriel. Il faut aussi intégrer une PME. Et ça peut être une surprise. Donc, il faut quand même l'anticiper. Ouais. Ok, et justement sur ça, j'ai rebondi sur ça parce qu'il y a une question justement. Pour le EIC accélérateur, les partenaires peuvent-ils être aussi une grande entreprise? Alors, sur l'accélérateur, désormais, il peut y avoir des exceptions peut-être, on le verra, mais il n'y a pas de partenaire en fait. Hein. C'est vraiment un programme mono-bénéficiaire. Pardon, pour le EIC en général, c'est pas l'accélérateur. Voilà, pour le EIC. Oui. Alors, il peut y avoir des grandes entreprises. C'est tout type de partenaires. C'est assez large, hein, que ce soit des chercheurs, des startups, des laboratoires. Globalement, on va plutôt réfléchir en termes d'équipe de recherche, en fait. Parfait. Et la langue de présentation? C'est vrai, tout est en anglais, y compris le questionnaire en ligne, tout se fait en anglais. Ok. Alors, quelle est la moyenne des redépôts? Alors, jusqu'à présent, sur l'EIC Accelerator, comme on n'était pas limité, je dirais qu'on pouvait le déposer autant de fois qu'on voulait. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, on est limité à 2 fois sous peine d'être bloqué pendant 1 an. Ok. Existe-t-il une version template du formulaire en ligne que les startups puissent regarder, ou les sociétés? Alors, pas pour la step 1, mais pour la step 2, il y a effectivement un template qui est mis à disposition quand on se connecte sur la plateforme, et aussi sur la plateforme plus générale de la commission, hein, Funding and Tenders, qui est le portail où vous trouverez tous les appels à projets, donc pas seulement ceux de l'EIC. Mais par contre, ce template en fait est vraiment indicatif, c'est-à-dire que c'est pas le formulaire en ligne, c'est vraiment les questions, c'est l'ensemble des questions qui sont posées dans le formulaire, sachant que dans le formulaire il y a aussi toute une batterie comme ça de fonctionnalités type bloc, comme je vous le disais tout à l'heure, avec des features, les parties prenantes dans votre chaîne de valeur, les risques, etc., les work packages. Donc ça, il n'y a pas tellement de template. Vous essayez de faire une extraction de la plateforme, ou c'est ce qu'on fait en tout cas pour le moment. Mais voilà, il n'y a pas de... Ok. Et quel est le taux de réussite pour le EIC?
Alors, l'IIC Accelerator, on était autour de 5%. Aujourd'hui, comme la nouvelle programmation vient de sortir, qu'on n'a que les résultats de la Step 1, on n'a pas vraiment de statistiques sur cette nouvelle version. Parfait, très clair. Alors, il y a une question sur, alors ça va être plus compliqué. L'évaluation est-elle sur les projets en lui-même ou les projets pour l'entreprise? Alors, on parle bien d'un projet. C'est un projet que vous devez présenter et c'est du projet que vous parlez. Alors, parfois, quand on est PME ou start-up, c'est la même chose. Le projet, c'est aussi le projet d'entreprise. Mais on parle bien de projet, de niveau de maturité du projet, de la partie scientifique du projet, de l'équipe qui va mener le projet. Et c'est pas la même chose que l'entreprise. C'est différent. Parfait, c'est clair, Aline. Alors, y a-t-il une aide au montage du projet? Voilà, vous avez présenté la partie PPI. Alors, il y a une autre question sur est-ce qu'il y a encore le temps pour le IC transition du 22 septembre? Je pense que oui. On n'en a pas fait, nous, pour le moment, de l'IIC Transition. Il faut regarder, ça se trouve, normalement, vous devriez avoir effectivement des informations sur la plateforme européenne. Je pense qu'on est en amont quand même, là, ça devrait être possible. Ouais. D'ailleurs, je profite aussi pour préciser, parce que ce n'est pas forcément évident, mais on peut tout à fait postuler à l'accélérateur sans être passé par le Pathfinder et le Transition. Tout à fait. Voilà, c'est décorrélé. C'est décorrélé. Ok, parfait. Alors, il y a une question sur une thématique. Le financement d'inclusion sociale et de la santé mentale est-il un sujet éligible? C'est un sujet éligible tout à fait. Alors, soit on est dans Open Call et comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de thématique, donc à la limite, tout rentre. Soit, tout dépend comment vous vous situez, soit c'est vraiment médical et dans ces cas-là, vous vous situez sur les challenges. Mais là, il faut voir le rapport entre votre projet et le détail de l'appel pour vérifier que vous êtes bien sur cette thématique. Parfait. Alors, il y a une question sur l'importance de la qualité de l'équipe, le projet. Donc, le IC, vous ne parlez pas beaucoup de la qualité de l'équipe. Je pense que c'est plutôt savoir si c'est des choses qui sont demandées dans les dossiers ou il faut, comment ça se place peut-être. Effectivement, c'est une des questions dès le diagnostic en fait pour l'IIC Accelerator. On vous pose la question de décrire l'équipe et cette équipe, elle est notée avec l'outil d'intelligence artificielle de la Commission européenne. Alors, notée sur quelle base, comment, là, on n'a pas les secrets du dispositif, mais effectivement, il y a l'objectif, c'est quand même de dire que l'équipe, elle est capable de porter votre projet, que ce soit d'un point de vue commercial, scientifique ou même de gestion d'entreprise. Parfait. Alors, est-ce qu'un projet TRL 7 ou 8, il a-t-il plus de chances d'être mieux évalué? Moi, j'aurais tendance à dire que pas forcément et que ça dépend vraiment de la qualité du projet, du niveau de rupture de la technologie. Et puis, encore une fois, de votre capacité à transformer ça en valeur, en richesse, et donc de mener cette techno vers le marché. Donc, en fait, on peut tout à fait avoir un projet TRL, au départ, de TRL 5-6 qui soit éligible. Alors, parfait. Alors, c'est un exemple. Alors, donc, si par exemple, il y a une subvention de la Banque européenne d'investissement par exemple, 1 million d'euros, il faut aussi simultanément trouver un fonds qui participe à hauteur d'1 million d'euros. Voilà, alors effectivement, c'est exactement ça. Grosso modo, en fait, la banque, quand vous allez être lauréat, bon, la subvention, vous la signez, c'est bon. Par contre, vous devez renégocier avec la Banque européenne d'investissement qui valide ou pas les investissements que vous avez demandés dans votre candidature. Et le montant peut être vu à la hausse, à la baisse, en fonction des négociations que vous avez avec eux. Et ils donnent leur go, mais ce ne sera effectif qu'à partir du moment où vous avez validé une levée de fonds à concurrence. Oui. Parfait, merci. Donc, voilà, une question une comparaison entre le EIC et l'Eurostar. Pourquoi pousser le EIC plutôt que l'Eurostar? Qui a un meilleur taux de réussite? Je pense que c'est encore compliqué à répondre. En fait, c'est juste que c'est pas la même chose. C'est-à-dire que l'Eurostar, c'est en partenariat, donc il vous faut des partenaires, alors que l'accélérateur, vous êtes seul.
Donc, c'est vrai qu'on pourrait rentrer plus dans le détail de l'Eurostars, mais ça demanderait presque un webinaire à part entière sur ce dispositif. On a poussé un peu plus Accélérateur parce qu'il est nouveau et que une société peut candidater toute seule. Parfait, ça nous donne des idées pour de prochaines séances peut-être. C'est vrai qu'on est un peu plus élevé, sur l'Eurostars, puisqu'on est entre, jusqu'à présent, 20 et 30%. Donc, ça peut être tout à fait intéressant dans la mesure où vous avez de quoi monter un petit consortium avec du co-développement, du coup. Oui, je pense que je vais prendre note de ça. Je pense que ça peut être intéressant pour faire une session sur cette partie-là. Parfait. Alors, comment fonctionnent les supports concernant la propriété intellectuelle? Le support? Oui. Alors, c'est vrai, c'était pas très clair, Karl, votre question. Je pense que c'est peut-être par rapport, tout à l'heure, Sophie, quand tu as mentionné le fait de l'importance de la propriété intellectuelle dans le remplissage du questionnaire. C'est pas un support en tant que tel, mais... Ouais, pour le coup, là, j'ai plus exactement en tête la façon dont ça se présente dans le formulaire en ligne. Mais l'objectif, c'est de dire en fait que d'une façon ou d'une autre, soit vous avez des brevets et vous l'indiquez, soit vous n'avez pas de brevet, mais en tout cas, vous avez pris en compte cette question qui est primordiale et vous avez les réponses au fait que potentiellement, on va dire, votre projet est protégé d'une façon ou d'une autre. Alors, c'est peut-être pas la propriété en tant que telle, mais il n'y a pas de support spécifique là-dessus. C'est une question à part entière, par contre, qui a son importance, mais il n'y a pas de document préalable à transmettre. D'accord. Et peut-être sur celui-là aussi, sur la propriété intellectuelle, quid de la confidentialité d'un projet EIC? Alors normalement, comme tous les appels à projets auxquels vous répondez, que ce soit BPI France ou même sur les dossiers que vous déposez, les CIR, les experts sont soumis à la confidentialité. Donc, après, c'est les seules données publiques, si vous le voulez bien d'ailleurs, sont en fait le résumé du projet en public, c'est-à-dire publié sur le site de la commission dans la mesure où vous êtes lauréat. D'accord, un sort d'abstrait de la société, mais c'est tout. C'est ça, c'est ça. Nickel. Et alors, oui, voilà. Donc la présentation, oui, on peut la partager si c'est OK pour vous, Sophie, Aline. Je pense que c'est bon. Pas de souci. On partagera ça à toutes les personnes qui sont inscrites à cette séance. Et je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Voilà, pardon, il y a une dernière. Le taux de réussite de 100% est-elle pour la France ou l'Europe? C'est plutôt le taux européen qui est plutôt passé entre 2 et 3% l'année dernière parce qu'il y a eu un gros pic sur le appel dit Covid aussi. Il y a eu beaucoup de projets pour donner des solutions sur la crise sanitaire qui ont été proposés. Mais alors le taux français, je ne l'ai plus en tête, mais il me semble qu'il est quand même un peu supérieur parce qu'en fait, on dépose en moyenne moins que les autres pays qui ont moins d'aide aussi nationale. Donc, jusqu'à présent, on progresse aussi là-dessus. Mais voilà, c'est vrai que là, le chiffre précis pour la France, moi, je ne l'ai pas personnellement en tête. On pourrait vous le donner. Et du coup, je vois qu'il y a une question justement sur notre propre taux à nous, sur l'accélérateur. Et donc, nous, on est plutôt autour de 20%. C'est très haut. Oui, par rapport effectivement au niveau européen. Oui. Bon, sachant que là, on parle de l'accélérateur jusqu'à l'année dernière. Sur son nouveau format, tout à fait. Voilà. Même si le principe les changements fondamentaux par rapport à 2020 et les années précédentes, c'est vraiment dans le format, dans la façon dont on candidate avec cet outil intelligent. mais sinon, c'est le même type de questions, c'est les mêmes problématiques. Donc, en fait, on a déposé, on a obtenu pas mal de projets quand même. Oui, c'est assez, très super. Et alors, Michel, concernant les coûts de l'accompagnement des féconds innovation, je vous laisse contacter Aline et Sophie, qui je pense sont ravis d'échanger avec vous avec plus de détails et vous faire un devis, faire une audit de votre projet.
Donc, je vois qu'il y a des questions. Je ne sais pas, Aline et Sophie, vous voulez faire passer un dernier message avant de clôturer la séance? Non, si ce n'est vous remercier, Gisela, pour nous avoir donné l'occasion de discuter et de présenter ces projets qui sont pas toujours, où la communication est pas toujours, est un peu compliquée, on va dire. C'est pas forcément. Et je pense que ça peut permettre à des entreprises de la fintech d'avoir leur chance de candidater et puis de tenter. Voilà, il y a des lauréats partout, donc il faut essayer. Voilà, et puis forcément, quand on gagne, c'est qu'on a essayé. Donc, faut pas hésiter. Ça fait un peu peur, y compris du côté collaboratif, mais il peut vraiment y avoir des choses intéressantes. Et pas hésiter de prendre un peu le temps aussi de lire les work programs. C'est tout un jargon européen, mais maintenant, ils sont facilement accessibles sur la plateforme de la Commission, en faisant des recherches par mots-clés aussi, pour voir si vous pouvez entrer dans certaines thématiques. Voilà. Parfait. Oui, c'est vrai que parfois les taux de réussite sont assez sélectifs quand même. Ça peut donner un peu peur c'est beaucoup d'investissements qu'il faut prendre. Mais comme vous le dites, je pense que c'est quand même de belles opportunités. Bien sûr. Et le taux de réussite qui fait peur, c'est quand même sur l'EIC Accelerator. Mais sur le reste, on est quand même un peu plus rassuré. Oui, exactement. Voilà. D'où peut-être faire la prochaine fois quelque chose plus poussé sur la partie Eurostar. Par exemple, oui. Parfait. Donc, merci beaucoup, Sophie et Aline. Et voilà, aux participants, si vous avez des questions, vous avez les contacts, les coordonnées de Sophie et Aline dans la présentation. On va aussi l'envoyer à toutes les personnes qui sont inscrites. N'hésitez pas à les contacter ou à me contacter si vous voulez faire une mise en relation ou si vous avez des questions aussi concernant les pôles. Je vous remercie, j'ai remercié tout le monde. Je vous souhaite une excellente après-midi et à très vite. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.